Ben, bon matin, Robert Bon Coutu, matin. maire de Montréal-Est, Ben oui, depuis 2009. 2009. Depuis 11 2009. novembre 2009. Oui, alors vous êtes un jeune maire, tout en confiance, et vous êtes arrivé comme un vent de fraîcheur. Qu'est-ce qui a été votre première surprise quand vous êtes arrivé en poste? La première surprise, premièrement, c'est sûr que c'est la victoire. Après avoir travaillé si fort pour partir de loin, parce qu'ici, on a changé un peu l'histoire. Il n'y a jamais un maire qui s'est fait battre à Montréal-Est. Un maire ici, c'était pour 20-30 ans, pour du long terme. Les époques changent, donc c'est la gestion du changement qui rentre en ligne de compte. Changement de valeur, changement de vision. J'inspirais pas à devenir politicien ou devenir maire quand j'étais plus jeune, je l'avoue. Il y a une expérience dans le domaine du transport, dans le privé, aérien et routier, dans la finance, l'administration et l'alimentation. Donc, j'étais un peu diversifié dans mon champ de connaissances, dans le champ d'expertise, plus généraliste que spécialiste, mais c'est sûr que la première surprise, ça a été de rentrer ici et de réaliser qu'on devient à la tête d'une municipalité qui est défusionnée, la seule dans l'est de Montréal. Et puis, à la demande des citoyens, j'ai été extrêmement honnête avec eux, que j'incarnais le changement. Je les ai avertis. Et puis, si c'est ce qu'ils veulent, donc on va effectuer des changements qu'ils veulent, eux, à leur demande, pour les citoyens, pour l'avenir de Montréal-Est qui en a grandement besoin. Votre engagement personnel est vraiment palpable dès qu'on vous contacte. Quel est le rêve derrière cet engagement politique? Qu'est-ce que vous aimeriez ultimement accomplir pour Montréal-Est? Montréal, j'ai lu Montréal-Est étant la ville, la quatrième ville la plus industrialisée durant les années 60. Moi, je suis un signe verso, je suis un grand rêveur. Je rêve grand et je vois grand les choses. Dans ma vie personnelle, d'ailleurs, j'ai un très grand succès avec ma famille, mon épouse m'inspire énormément. J'avais un beau-père qui était dans la politique pendant 27 ans. Donc, mon rêve, c'est de redevenir Montréalais, pas la ville pétrochimique d'ailleurs, d'antan, mais de regarder en avant et puis de voir la ville de Montréal comme étant le moteur économique de l'île de Montréal. Derrière un zonage particulier, c'est de ramener des investissements au niveau des énergies émergentes, donc s'installer des entreprises d'ici qui engagent des gens de toutes les régions du Québec, parce qu'on sait qu'on n'a pas assez de personnel, pas assez de monde à Montréal, on est juste 3900 de population. Donc, c'est de faire travailler nos gens, les instruire, parce que ça passe par l'éducation aussi. J'ai étudié, je vais retourner aux études également, et puis on travaille fort pour faire de cette ville une réussite dont si les gens peuvent s'inspirer de nous, ben ça serait vraiment un bel accomplissement. Vous avez très rapidement été confronté à des défis immenses. Absolument. Entre autres d'ordre économique, mais aussi du conseil, au niveau du conseil. Aviez-vous bien évalué l'ampleur de la tâche ou est-ce que vous avez grandi avec elle? Je dirais les deux parce que, ayant rentré minoritaire au départ, avec 2 membres du conseil, 4 membres de l'opposition, je suis revenu à la base citoyenne. Quand j'ai demandé aux citoyens de nous élire, c'est leur choix. Je ne conteste pas leur choix. Je respecte, tout simplement. Donc, il y a eu les événements de Shell aussi. 1 mois après ma nomination, il y a de la résistance au changement à l'interne. Les citoyens, il faut y aller tranquillement. Donc, on y va avec les dossiers. On n'y va pas d'une approche politique. Donc, je demande aux gens de nous respecter. Je respecte les gens. Je ne veux pas parler au moi, je veux parler plus au nous. Il faut travailler en équipe. Il y a une culture à changer ici qui était trop stable dans les années passées. Il faut aller de l'avant. Donc, il faut faire des sacrifices, faire des efforts si on veut que la ville se repositionne comme un moteur économique dans Montréal. Justement, quelles mesures avez-vous utilisées pour imposer et partager votre vision? Vous arriviez avec une nouvelle vision au niveau de votre conseil, mais aussi au niveau de la population. Exact. Donc, c'est de communiquer avec eux beaucoup. Je suis très accessible. Je suis dans les réseaux sociaux, Internet. Les gens peuvent m'appeler directement à mon bureau, m'envoyer des courriels, ils ont des réponses, ils ont des suivis. C'est extrêmement important. On a un système à l'interne qu'il faut exploiter davantage.
faut vraiment communiquer. Le secret, c'est la communication, autant à l'interne qu'à l'externe. Donc, on est très accessible. On est le palier gouvernement le plus accessible, d'ailleurs. Ça demande beaucoup, mais on est des gens passionnés. On adore ce qu'on fait. Ça paraît. Quelles valeurs et critères vous guident dans le choix des personnes qui vous entourent pour diriger, pour décider aussi? Quels critères prenez-vous? Quand on parle de valeurs, comme je disais tantôt, le respect est de prime abord. Je ne demande pas aux gens de s'aimer puis d'aller faire des rencontres à l'extérieur du bureau, quoi que ce soit. Je pense qu'il faut être responsable. Responsabilité, se respecter, se donner une loyauté. Mais en même temps, on peut être en désaccord sur un point, mais ça l'amène des bonnes discussions. Donc, le niveau je vais leur dire encore, je me répète, mais se respecter, écouter les gens, tout en ayant un objectif clair. C'est pour ça qu'on va instaurer, j'ai jamais connu le fait que Montréalais avait une planification stratégique ou un plan d'urbanisme à jour. Donc, on travaille là-dessus sur un plan global, une vision globale, pour que ça soit clair pour tout le monde, que le message soit simple et que les citoyens comprennent aussi où on s'en va et tout ça. Donc, plus c'est facile à comprendre, mieux on communique, on se respecte, on a un objectif commun, je pense que ça va aller de soi pour la réalisation. À quel niveau ne faites-vous aucun compromis? Je ne fais aucun compromis sur le fait sur la paresse, sur les gens qui ne prennent pas à cœur leur travail. Et puis, si les gens ne sont pas à la bonne place, ben, on va rendre service à ces gens-là. On a un objectif commun, on a décidé d'embarquer ensemble pour réaliser des choses. Je ne fais aucun compromis sur le manque d'effort. Ça peut arriver des gens qu'on manque un petit peu d'énergie, mais on est là pour s'aider, pour la partager. Puis, il faut vraiment donner cette énergie-là aux gens qui puissent s'accomplir le travail, mais il faut que les gens prennent leurs responsabilités sur l'engagement également. Je ne fais aucun compromis sur les gens qui ne sont pas engagés. Là, ça fait maintenant 3 ans et demi que vous êtes en poste. 2 ans et demi. 2 ans et demi? Oui. Ah, j'ai ajouté une année, hein, ça me parle. Déjà. Il y a eu beaucoup de C'est changements. une année et demie encore. Il y a eu beaucoup de changements. Ouais. Quel conseil donneriez-vous à un maire fraîchement élu? Ben, Quel piège éviter? Quel geste poser pour asseoir son leadership? Ben, je pense qu'en soi, il faut y aller avec les employés à l'interne, avec les citoyens, de respecter ce à quoi on s'est engagé, d'être authentique, ne pas se changer soi-même. Ça a été une de mes grandes décisions parce qu'on a tendance à vouloir dire des choses pour plaire ou d'être trop patient. C'est de s'affirmer avec respect toujours, d'être convaincant par rapport à ce qu'on fait, de valider avec les gens. On peut se tromper, on s'ajuste. C'est important d'être à l'écoute, d'observer, puis d'être authentique. Ça, là, si j'ai un conseil à donner au nouveau maire, au nouveau leader, c'est d'être soi-même, puis de prendre son travail avec passion. Si on ne réalise pas ça, on n'est pas à la bonne place. Donc, moi, quand je rentre le matin, je rencontre les gens, je les salue, puis on dit ce qu'on pense, puis il faut avancer. Parce qu'on est là, on a une responsabilité, vous savez. On gère les deniers publics, on sait comment est-ce qu'on peut être mis sous la sellette souvent, là. Mais j'ai même réalisé, pas plus tard qu'hier soir, puis je suis très honnête avec vous, j'y ai pensé. J'ai dit, comment ça se fait qu'ils parlent autant des politiciens dans l'actualité? Savez-vous pourquoi? Parce qu'on est authentique, on prend nos responsabilités, on prend des décisions tous les jours. Fait que le degré de risque est très élevé. Fait qu'on peut faire des erreurs. Mais moi, je revendique le droit à l'erreur. C'est humain de faire des erreurs. Mais on corrige, puis on se reprend, puis on garde le cap. Le milieu municipal est en pleine crise avec les scandales de collusion qui éclatent un peu à grandeur de la province. Comment éviter le glissement? Qu'est-ce que vous diriez à l'ensemble des maires du Québec si vous avez quelques conseils à leur donner? Mais moi, je leur dirais bravo, premièrement, d'avoir accepté le poste, parce que c'est un poste qui est extrêmement exigeant, qui est peu payant. Et puis, on fait ça parce qu'on aime nos citoyens, on aime notre milieu. Et puis, ce qui arrive dans les scandales, là, c'est 5% des gens qui ne sont pas engagés ou authentiques, comme je disais, ou qui ne respectent pas les gens. Donc, j'ai aucune pitié pour les gens
qui ne respectent pas leur profession, parce que qu'on soit ingénieur, qu'on soit médecin, qu'on soit maire, il y a toujours des gens qui agissent de mauvaise foi. Fait que c'est peu de gens, quand je vois l'actualité, quand je pense au maire Marcotte, c'est dommage, mais il doit démissionner. Il n'est pas capable de remplir son mandat par rapport à ses citoyens. Fait que dans ce cas-là, il y a des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Il y a une enquête qui est en cours. On est 1200 maires au Québec. Il y en a quoi? 5, 10 qui ne respectent pas les lois. Les autres, mais je leur dis bravo, ils ne lâchez pas. Super. Garder la hauteur quand ça va bien, c'est une chose. Mais la garder quand ça va mal, ça en est une toute autre. Qu'est-ce que vous faites pour réanimer le secteur industriel de Montréal-Est? Dans le cas de Shell, que ce soit dans le cas de Shell, peu importe, réanimer tout ça, quand ça va mal, ça nous fait juste nous envoyer un signal. Il y a toujours un côté positif quand ça va mal. On aurait pu se résigner quand Shell a décidé de fermer. Shell ne ferme pas, transforme en terminal. Donc, demeure au Québec, demeure en Ontario ou dans les Maritimes. C'est quand même positif. Il aurait pu partir puis tout laisser tomber. Fait qu'il faut prendre toujours le côté positif, même s'ils gardent juste 30% de leur site. Il y en a 70% qui partent. Mais il faut revitaliser. Il faut déjà penser à demain, dans 1 an, dans 5 ans. C'est pour ça qu'il faut revenir à notre vision. Que quand ça va mal, c'est normal que ça va mal. Il y a des journées que ça ira pas bien. Puis il faut y faire face. Puis se coucher un petit peu plus tôt pour être plus en forme le lendemain, mais se reprendre en main avec les gens et se dire, c'est ça qui fait qu'on garde cette passion-là. Puis dans le cheminement d'une réussite, c'est pas le nombre de fois que tu as réussi, c'est le nombre de fois que tu t'es relevé de quand ça va mal. Donc, on apprend toujours quand ça va mal, ça nous ramène sur la base, on parle à notre monde, on réévalue la situation pour on s'ajuste. C'est ça le changement. Le changement, c'est une constance dans la vie. On a un choix à faire. C'est toujours des choix. On l'embrasse ou on la subit. Moi, je suis plus en faveur de l'embrasser et de la contrôler. On contrôle très peu de choses dans la vie, mais quand on sait où on s'en va, puis on prend les moyens, ça arrive. J'y crois sincèrement. Les grands leaders de ce monde que je m'inspire beaucoup, parce que le succès m'attire, c'est le nombre de fois que ces gens-là ont rencontré l'échec. Puis c'est là qu'ils réussissent. Donc, quand ça va mal, je m'en attends qu'il y ait des mauvaises journées. Donc, quand c'est déjà prévu, bon, déjà on réunit. C'est drôle. On gagne en maturité et en expérience. Wow. Si vous aviez une baguette magique, que feriez-vous demain matin? Je m'assurerais que tout le monde est en santé. Je m'assurerais que, parce que c'est la plus belle richesse qu'on a. Je pense aux jeunes pour m'assurer qu'ils soient éduqués, instruits. C'est pas de leur donner tout ce qu'ils veulent, c'est de leur donner les moyens pour accomplir leurs rêves. M'assurer que tout le monde est très bien instruit, en santé. Déjà là, juste avec ces 2 moyens-là, il y en a plusieurs que je ne pense pas à l'instant même, mais juste ça, on ferait plaisir à bien des gens. Il y aurait tous les moyens, là, ils seraient en pleine possession de leurs moyens pour faire ce qu'ils aiment. Ils se dirigent vers les arts, la culture, les sports. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais si ces gens-là sont en bonne forme, puis ont des connaissances dans leur domaine qu'ils aiment, écoutez, on va se retrouver avec un meilleur développement économique, développement durable, mais un meilleur développement social. Fait qu'il faut se doter des moyens et non d'atteindre un objectif. Parce que souvent, on atteint un objectif et on dit, wow, c'était pas si pire finalement. Mais qu'est-ce qui nous donne toute cette énergie-là, cette passion-là, c'est de travailler avec les outils qu'on a entre les mains. À la mairie, c'est sûr qu'on a un certain pouvoir. Quand on appelle, ça répond plus rapidement. Je trouve ça drôle parce que je suis toujours la même personne. C'est juste drôle que plusieurs portes s'ouvrent à moi, puis j'en fais profiter à tout le monde. Ça, c'est de partager cette facilité-là. Fait que tout le monde a droit à réussir et à être heureux finalement au bout de la ligne. Parce que c'est des choix encore là. De quoi êtes-vous le plus fier? Ça, je suis le plus fier. Oui. Ben, je vous dirais que c'est ma famille. C'est ma famille qui me donne justement tous les outils pour me permettre de faire épanouir cette municipalité-là, cette ville-là qui en a grandement besoin, je disais tantôt. On parle d'un historique d'une ville qui a eu beaucoup d'investissements dans le niveau pétrolier, chimique et autres. On a une industrie à protéger, mais on a une revitalisation à faire. Je ne peux pas aider les gens si je ne suis pas bien à la maison. Fait que c'est quoi je suis plus fier de l'accomplissement, là.
C'est mes enfants, mon épouse, ma famille, qui eux m'aident, qui me supportent pour aider les gens, pour aider ceux qui en ont besoin. Ça, c'est d'être ce que je suis, puis avec les qualités et les défauts que j'ai. Comment vous vous ressourcez? Est-ce que la question d'avant répond à celle-là? Oui, absolument. Je me ressource avec les expériences des gens, de ce qu'ils peuvent me donner comme énergie, comme expérience. Le temps passe vite. Il faut s'inspirer des meilleures pratiques, s'inspirer des meilleurs conseils. On a parlé plus tôt ensemble, hein, des personnes âgées qui ont vécu des choses. Puis il faut leur poser des questions. Là. Même à nos jeunes, à quoi qu'ils rêvent. De personnes âgées, ils ont-ils essayé des choses? On a l'impression de changer le monde, mais on ne réinvente pas la roue souvent. Tant mieux si c'est une première, mais souvent ça s'est fait ailleurs, puis on a juste à regarder, puis à observer. Puis, l'utilisation de nos cinq sens, c'est extrêmement important. C'est extrêmement importante. Là, je parle trop, mais il faut être à l'écoute et puis observer. Juste le comportement humain, fait que c'est tout part de là. C'est un beau domaine. Peu importe ce qu'on fait. Et puis, ma femme est en médecine, puis elle étudie les patients, puis elle s'inspire de ça. Mais il y a toute cette énergie-là qu'il faut aller chercher, qui fait qu'on est chanceux. Moi, je remercie le bon Dieu tous les matins, puis de me donner l'énergie de la partager avec les gens. Aussi de rendre les gens heureux autour de moi, c'est ce qui m'importe de plus. Magnifique. Vous venez de l'entreprise privée. Oui. Quelle similarité voyez-vous entre l'entreprise privée et votre fonction actuelle? Au début, j'en trouvais pas beaucoup, sérieusement, parce que la gestion publique et la gestion privée, c'est deux mondes différents. J'ai trouvé ça difficile les 3 premiers mois. Pourquoi? Dans le domaine privé, on n'a pas beaucoup de chances de garder notre emploi. S'il n'y a pas de performance, il n'y a pas des chiffres à la fin du mois, on est averti ou on a une lettre, il y a beaucoup de rigueur. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas dans le public, mais le public en a grandement besoin. Un peu plus de rigueur, un peu plus de responsabilité, puis faire ce qu'on a à faire. Je trouve que dans le public, il y a un peu plus une culture, dans l'ensemble au Québec. Là, je ne vise pas aucune municipalité, ni aucun fonctionnaire en particulier, mais il n'y a pas cette rigueur-là que le privé a en sa possession. Le privé va à la recherche du profit, à la recherche d'une rentabilité, de performance. Le public, on va chercher à plaire. C'est plus politique. Un dossier peut prendre plus de temps, mais c'est inacceptable au privé. Fait que ma première année, ça a été vraiment une période d'ajustement. Qui fait que je prends le privé, le meilleur du privé pour l'adapter au public. Parce que je comprends le public aussi. C'est pas toujours à la recherche du profit, à la recherche de la performance tout le temps, mais en autant que ça se fasse dans un délai raisonnable, que ce soit une requête, que ce soit une demande de citoyens. Je veux que les citoyens aient leur réponse. On n'a rien à cacher. On n'a absolument rien caché, c'est juste des mauvaises perceptions souvent. Il faut valider et puis il faut leur donner l'information qu'ils ont besoin. On travaille honnêtement, c'est très louable, on travaille fort tout le monde. Puis il faut rendre au public ses lettres de noblesse parce qu'il y a une mauvaise perception à ce niveau-là. Donc, le privé me permet d'aller de l'avant, justement, pour rendre la ville de Montréal meilleure, puis je la gère comme une entreprise. Comme une entreprise. Moi, chaque fois qu'on dépense $1, je me demande pourquoi, puis est-ce nécessaire, puis est-ce justifiable. Si c'est pas nécessaire, justifiable, je ne verrais pas pourquoi on entamerait la dépense. Donc, je suis très sensible à gérer l'argent des citoyens. Est-ce que ça a changé votre regard sur l'entreprise, maintenant où vous êtes dans ces fonctions de maire? Ça a changé. Je pense que ça va aider l'administration, la ville, à se prendre mieux en main. C'est pas à cause qu'on a perdu des revenus récemment qu'on se dit on n'est plus capable. Là. Non, au contraire. On est capable de gérer avec ce qu'on a. Il faut juste réaliser que, puis ça soit dans l'entreprise privée, si on perd un gros client, il ne faut pas se mettre à terre et être trop dépendant. Puis pour une ville aussi. Si on est trop dépendant de nos entreprises pétrolières, puis on a pas assez de PME, il faut aller chercher le manque à gagner. C'est pour ça qu'en revitalisant la ville, on va être en mesure d'exploiter son plein potentiel, remettre des commerces en place ou des maisons ou d'autres types d'industries. C'est un plan d'affaires. C'est toujours dans le cadre de la vision, le plan stratégique qu'on se donne. OK. Pour vous, quelle est votre leçon la plus importante que vous avez appris? Quel a été l'apprentissage le plus décisif? Jusqu'à présent, à la mairie?
Allons avec la mairie, ça peut être plus loin que si vous faites un lien. L'apprentissage le plus décisif ou l'expérience, c'est sûr qu'il faut être prudent. Je me dis, il y en a de toutes les sortes d'expériences. Il y en a eu ici à l'interne, j'en ai eu dans ma vie personnelle, dans la vie privée. Mais l'apprentissage, c'est toujours... Qu'est-ce qui vous a fait faire un switch, si je peux le ouais, dire comme ça? Vous parlez du privé au public ou... Allez-y avec votre personne, au complet. Ben, qu'est-ce que ça fait? Ce qui arrive souvent, c'est OK, la résistance. La résistance au changement. On pense que tous les gens pensent comme nous, c'est pas vrai. Ça, c'est difficile à... Ça prend du temps. Il faut être patient. Donc, j'ai tendance souvent à être impatient, je l'admets. Mais il y a une personne où moi-même me dit, lâche pas, on va réussir. Ça va peut-être prendre plus de temps, mais tu vas réussir. Fait que le switch qui s'est fait, c'est que souvent j'ai frappé des murs, je m'attendais à ce que ça se fasse le lendemain, la semaine prochaine, d'ici un mois, mais ça va être plus long. Tandis qu'ils me font des belles surprises aussi, nos employés. Ils font ça plus rapidement que je pensais. Fait que c'est une belle complicité entre nous qui fait que faut s'ajuster dans la vie. Ça ne fait pas toujours notre affaire. Fait qu'il faut le faire. Et puis, ça, je sais que je suis assez ouvert, mais quand il vient le temps pour le faire, c'est toujours un autre défi pour soi-même. Donc, moi, je vous laisse le mot de la fin. Ben, c'est gentil. Ben, comme mot de la fin, c'est sûr que je veux rester ici longtemps. Parce qu'on a plein de beaux projets à réaliser. La municipalité. On voit loin, on voit grand. Je veux remettre Montréal-Est à la carte. Arrêtez de me faire dire où est Montréal-Est. C'est-tu dans l'est de l'île? Ah, c'est à Pointe-aux-Trembles. Non, c'est Montréal-Est. On est distinct, on est unique, on est fiers, on a une belle appartenance. Puis je veux que les citoyens prennent cette fierté entre leurs mains, puis qu'ils soient fiers de leur maire, des membres du conseil, des employés. On va y arriver. Ça ne sera pas facile, mais on va y arriver. Bon, Pacoutu, merci beaucoup pour cet échange passionnant. Merci.